Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qu'on croise quasiment tous les jours sur Internet, la fameuse vérification d'identité. Vous savez, c'est ce moment où un service en ligne nous demande une pièce d'identité. Alors on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre ce que ça cache. Parce que la vraie question au fond, c'est celle-là. Quand on s'inscrit quelque part, quand on utilise une appli, qui est-on vraiment pour ce service? Une simple adresse email, un pseudo ou bien une personne bien réelle et identifiée? C'est le point de départ de tout. Bon, alors, allons droit au but. Qu'est-ce que ça signifie concrètement la vérification d'identité? Vous avez sûrement déjà vu passer un acronyme un peu barbare, KYC. Alors KYC, ça veut dire Know Your Customer. En bon français, connaissez votre client. C'est tout simplement le processus qui permet à une entreprise de s'assurer qu'on est bien la personne qu'on prétend être. Et pour ça, il demande des preuves, carte d'identité, passeport, c'est souvent une obligation légale, notamment pour lutter contre le blanchiment d'argent par exemple. Et des exemples, on en a partout autour de nous. Pour ouvrir un compte en banque en ligne, bien sûr, mais aussi pour utiliser des services comme PayPal, pour s'inscrire sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies, c'est devenu une pratique hyper courante. Pour beaucoup de ces services, ce n'est même pas un choix, c'est la loi qui les y oblige. Et là, on touche au cœur du sujet. Le truc à bien comprendre, c'est que quand on passe par une vérification KYC, tout ce qu'on fait sur ce service est directement relié à notre identité civile, notre vrai nom. Ce n'est ni bien, ni mal, c'est juste un cadre avec des règles du jeu bien précises. Et justement, ce cadre-là, il s'oppose à une autre manière de voir les choses. En fait, sur Internet, il y a deux grandes philosophies qui coexistent, deux logiques qui répondent à des besoins très différents. D'un côté, on a donc les services avec KYC qui vont offrir plus de garanties, plus de sécurité officielle. Mais en contrepartie, la traçabilité est maximale. De l'autre côté, on a les services sans KYC qui, eux, privilégient la discrétion. Mais là, ça demande plus d'autonomie et de vigilance de la part de l'utilisateur. On voit tout de suite le compromis qui se dessine. Ce tableau, il résume parfaitement ce dilemme. À gauche, avec le KYC, l'identité est connue, la responsabilité est partagée avec le service, mais tout est tracé. C'est simple, c'est carré. À droite, sans KYC, on ne demande presque rien, mais du coup, la responsabilité de la sécurité du compte, elle, repose beaucoup plus sur nos épaules. On gagne en autonomie et en discrétion, mais ça exige d'être plus attentif. Et j'insiste vraiment là-dessus, le but, ce n'est pas du tout de dire qu'il y a un bon et un mauvais camp. L'idée, c'est juste de comprendre ce que chaque choix implique pour pouvoir décider en connaissance de cause, savoir ce qu'on accepte en somme. Et tout ça, en fait, ça nous amène à un principe beaucoup plus large. Une idée qui dépasse de loin la simple vérification d'identité. Voilà, c'est ça la phrase clé. C'est un peu la règle d'or de notre vie numérique. Chaque fois qu'on gagne en contrôle, en liberté, en discrétion, on hérite en même temps de plus de responsabilités pour assurer notre propre sécurité. C'est un package indissociable. Et quand on y pense, cette logique, on la retrouve absolument partout. C'est vrai pour la gestion de ses mots de passe, pour le fait de faire ses propres sauvegardes, de choisir un système d'exploitation plus ouvert, et bien évidemment pour le choix entre des services avec ou sans KYC. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, vraiment. Certaines personnes se sentent beaucoup plus à l'aise dans un environnement très cadré, où tout est pris en charge, et d'autres valorisent avant tout leur liberté et sont tout à fait prêtes à assumer la vigilance supplémentaire que ça implique. Les deux sont des choix parfaitement légitimes. Alors, où est-ce qu'on veut en venir avec tout ça? L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain. C'est plutôt de commencer à porter un regard un peu différent sur ces questions. On pourrait imaginer une petite checklist mentale, toute simple. La prochaine fois qu'un service demande des papiers, on peut se poser 3 questions. 1. Pourquoi il demande ça? 2. Qu'est-ce que ça change pour moi si j'accepte ou si je refuse? Et 3. Juste savoir qu'il existe d'autres options, d'autres modèles, même si on ne les utilise pas. Encore une fois, l'idée n'est pas de tout jeter et de fermer tous ses comptes. Pas de panique. L'objectif, c'est juste de s'équiper d'une nouvelle grille de lecture, d'un nouveau réflexe pour prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. Et on va terminer là-dessus. La véritable maîtrise de notre environnement numérique, ce qu'on pourrait appeler notre souveraineté, ça ne commence pas avec des outils compliqués ou des connaissances techniques de pointe. Non, ça commence par un geste tout simple. Prendre un temps pour comprendre les implications de nos choix, avant de cliquer. C'est vraiment le premier pas et sans doute le plus important de tous.